Les Iraniens, eux, étaient sérieux. Ils savent que les Américains ne l'étaient pas, et ils savent qu'ils ne le sont pas davantage aujourd'hui. Les Iraniens n'ont donc pas d'autre choix que de continuer à se battre, parce qu'ils savent que s'ils disent « D'accord, acceptons un cessez-le-feu », Trump se montrera trompeur. Il trichera avec l'Iran. Il cherchera à affaiblir l'Iran. Ce serait donc très insensé pour n'importe quel dirigeant iranien de dire « D'accord, on fait pression sur le peuple iranien. Acceptons un cessez-le-feu. » Trump en profitera. Je veux dire, il ne respecte même pas sa propre signature. Il utilisera cela pour affaiblir l'Iran. Donc, à l'heure actuelle, les Iraniens n'ont vraiment pas d'autre choix que d'aller de l'avant à toute vitesse. Ils disent « D'accord, vous faites pression sur nous, nous augmenterons la pression sur vous. » Vous augmentez la pression sur nous, nous augmenterons la pression sur vous. Et il faut aussi tenir compte de ceci. Les Iraniens se préparent à la guerre. L'Iran est bien plus capable de produire des missiles, de nouveaux missiles et de nouveaux drones que les Américains ne le sont de produire leurs propres missiles ou leur propre système de défense antimissiles, pour des raisons que vous connaissez bien mieux que moi. Vous êtes expert dans ce domaine. Moi non. Mais les Iraniens agrandissent leurs bases souterraines. Ils développent leurs centres de commandement et de contrôle. Ils mettent au point de nouvelles technologies de missiles. Nous avons vu que, durant les 13 jours de combat, les missiles et les drones ont été plus efficaces que même pendant la guerre de 40 jours. Et pendant la guerre de 12 jours, ils ont été plus efficaces que durant la guerre de 40 jours. Donc l'Iran évolue, l'Iran progresse, il avance, ses missiles et ses drones s'améliorent avec le temps, tandis que les États-Unis font face à une crise. Donc l'Iran sait que si nous entrons en guerre, les Américains peuvent nous frapper durement. Trump peut frapper l'Iran durement, mais l'Iran peut riposter. Et lorsque les États-Unis n'auront plus ces systèmes d'armes essentiels de défense aérienne, l'Iran aura toujours des missiles et des drones. Et si les États-Unis s'en prennent aux infrastructures essentielles de l'Iran, l'Iran détruira tout dans la région, parce que tous ces pays sont, au fond, des proxys des États-Unis. Ils sont complices de la conspiration contre l'Iran. Et une fois que cela arrivera, une dépression économique mondiale sera inévitable. Parce qu'à ce moment-là, plus personne ne pourra manipuler le marché. Plus personne ne pourra dire « Bon, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, quelque chose va se produire. » Quand les gens verront des images de champs pétrolifères en feu et de raffineries de GNL en feu, ils sauront que c'est fini. Et alors, des millions de personnes devront quitter la péninsule arabique. Et la carte changera. Tout changera. Donc, j'espère qu'on n'en arrivera jamais là. Mais il semble de plus en plus que ce soit une possibilité sérieuse. Et même si cela ne se produit pas, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de lumière au bout du tunnel. Les deux camps vont donc accentuer la pression et rendre la vie plus difficile à tout le monde, partout dans le monde. Mais la différence entre l'Iran et les États-Unis, c'est que les Iraniens savent que s'ils se soumettent, s'ils acceptent les exigences de Trump, alors le pays est fini. Donc les Iraniens ordinaires vont faire preuve de résilience. Mais le peuple américain, lui, sait que c'est une guerre. C'est une guerre pour Netanyahou. C'est la guerre de Kushner. C'est la guerre de Witkoff. C'est la guerre des partisans d'Israël d'abord. Ce n'est pas une guerre pour le peuple américain. En fait, j'en ai déjà parlé dans votre émission. Il y a un très bon livre, Going to Tehran, que je conseille vraiment à tout le monde de lire, par Flynn et Hilary Mann Leverett. Ce sont deux personnes qui ont travaillé à la Maison-Blanche. Elles disaient à Téhéran, il y a 10 ans, même plus de 10 ans. Enfin, dans le livre, ils évoquent bon nombre des mythes sur l'Iran qu'on entend en Occident. Mais ils disaient que cette guerre allait devenir inévitable
à moins que les États-Unis ne changent leur politique envers l'Iran. Et pour l'instant, leur prédiction s'est révélée prophétique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a deux voies possibles. La première, c'est une situation qui se dégrade progressivement, puis de plus en plus gravement. L'autre, c'est une situation qui devient très grave, très soudainement. Mais Trump a fermé la porte à toute autre option. La première, c'est un siège, où le monde est privé d'hélium, de soufre, de GNL, de carburant, et ainsi de suite. L'autre, c'est la destruction de toutes les installations de la région du Golfe Persique. Et c'est bien la question. Quelle voie va être suivie? J'ai reçu ici le commentaire d'une personne qui affirme disposer de certaines informations. Selon elle, l'Iran pourrait se préparer à déclencher l'un de ces deux scénarios, probablement une montée en puissance plus progressive, peut-être dans les prochains jours, si le président Trump ne fait pas quelque chose dans le sens de ce que disait Ghalibaf. Qu'en pensez-vous? Merci. Eh bien, l'une des choses que disent les Iraniens, c'est qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Nous ne sommes pas en situation de cessez-le-feu. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Si nous ne sommes pas en cessez-le-feu, cela veut dire que nous pouvons tirer quand nous le voulons. Les Américains peuvent tirer quand ils le veulent. Donc, en gros, cela signifie que si les Iraniens lancent des missiles, ils peuvent dire. Je veux dire, rappelez-vous, après les 13 jours, quand les Américains ont repris la guerre après que Trump a déchiré le protocole d'accord, quand les États-Unis se sont arrêtés, à ma surprise, l'Iran ne s'est pas arrêté. L'Iran a frappé des cibles américaines clés, notamment en Jordanie, mais aussi au Koweït et à Bahreïn. J'ai donc été un peu surpris que les Iraniens aient continué. Les Iraniens voulaient dire aux États-Unis, ce n'est pas vous qui dictez les conditions. Vous ne dictez plus les règles de l'engagement à partir de maintenant. Et là, quand les Iraniens disent qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, pour moi, en gros, ça revient à dire « Nous pouvons attaquer quand nous le voulons. Nous sommes capables d'attaquer. Nous avons le droit d'attaquer quand nous le voulons. » D'autant plus que la guerre de siège, c'est de la guerre. Donc je pense que le commentaire de votre ami est tout à fait pertinent. Je ne sais pas si l'Iran va emprunter cette voie, mais il y a beaucoup de façons de s'y engager sans le faire directement. L'une d'elles consiste à provoquer l'autre camp pour qu'il déclenche une guerre. Les Iraniens pourraient donc faire quelque chose pour pousser Trump à lancer la guerre, ou à relancer la guerre ouverte, afin de pouvoir riposter. Mais une différence que nous observons aujourd'hui, et qui n'existait pas auparavant, c'est que pour la première fois, l'axe de la résistance commence à s'impliquer plus directement, surtout le Yémen. Dans le cas de l'Irak, ils étaient impliqués dans une certaine mesure par le passé. Mais aujourd'hui, nous voyons le Yémen être bien plus actif. Et même à l'heure où nous parlons, le Yémen ne pousse pas encore aussi fort qu'il le pourrait. Il frappe donc très durement les Saoudiens en mer Rouge, contre leurs installations pétrolières, mais aussi contre leurs troupes et leurs forces supplétives à l'intérieur du Yémen. Et ils sont très efficaces. Il est donc clair qu'ils disposent d'une grande puissance. Et puis, il y a la résistance en Irak, qui au final, si les choses deviennent vraiment sérieuses, sera, je pense, très différente cette fois-ci de ce qu'elle était auparavant. Nous sommes donc dans une situation différente de celle que nous avions pendant la guerre de 40 jours. Et au bout du compte, je pense que je ne vois aucune voie vers la victoire pour Trump. Pour être très direct, même si, évidemment, je n'ai absolument aucune sympathie pour Trump, son entourage ou les sionistes. Je méprise le sionisme. Mais je ne vois aucune voie vers la victoire. Et je pense qu'au bout du compte, l'Iran est destiné à l'emporter. Cela pourrait être très douloureux. Les États-Unis pourraient attaquer l'Iran, viser ses infrastructures essentielles, et nous pourrions connaître de grandes difficultés dans les mois à venir,
ou au cours des 2 ou 3 prochaines années. Mais la même chose arrivera au reste du monde. Si les installations pétrolières et gazières, ainsi que toutes les autres choses dont nous avons parlé, sont détruites, ce sera comme si le monde entier était bombardé. Les usines n'ont pas besoin d'être bombardées pour devenir inutiles. Elles s'arrêtent tout simplement. Et cela se produit partout dans le monde. Oui, si on en arrive au pire scénario, il faudra voir ce qu'il en est. L'une des choses qui m'inquiète, vous avez mentionné les FMP en Irak, c'est que je continue de voir des informations anecdotiques et certaines indications directes, selon lesquelles, si tout s'effondre complètement, on pourrait voir non seulement des tirs de missiles, mais aussi les FMP qui, soi-disant, pourraient avancer sur le Koweït. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble crédible ou est-ce exagéré? Oh, sans aucun doute. Sans aucun doute. Tout d'abord, les Irakiens ont toujours considéré que le Koweït faisait partie de l'Irak. Et l'Iran, je ne pense pas que l'Iran y voit le moindre problème. Donc s'ils entrent au Koweït, l'Iran ne va évidemment pas s'en plaindre. Et le Koweït ne peut rien y faire. Ils peuvent même aller au-delà du Koweït. Et nous ne sommes pas en 1990 ou en 1991. Le monde a changé. Les États-Unis ne pourraient rien y faire. Exact. Et la situation mondiale, c'est tout simplement, on vit dans une sorte d'univers différent. En fait, j'ai toujours dit, enfin, pas toujours, mais je le dis depuis de nombreuses années, 2 événements se sont produits dans les années 1990 et ils ont été comme une malédiction pour les États-Unis. L'un, c'était la chute de l'Union soviétique. L'autre, c'était la victoire américaine au Koweït. Parce qu'avant l'effondrement de l'Union soviétique et avant sa victoire au Koweït, les États-Unis étaient beaucoup plus prudents, beaucoup plus lucides dans leur approche des affaires internationales. Mais après cela, ils sont devenus totalement arrogants, insensés. Puis plus tard, nous avons vu les guerres sans fin. Alors comment ces guerres ont commencé? Et ce qu'a été le 11 septembre, c'est une autre question. Mais les États-Unis se sont retrouvés ruinés. Et en l'espace de 3 décennies, ou disons 3 décennies et demie, les États-Unis ont aujourd'hui une puissance bien moindre à cause de cela. Je pense donc que ces 2 grandes victoires des États-Unis ont en réalité été 2 malédictions qui ont affaibli le pays. Et le problème des États-Unis aujourd'hui, et je ne parle pas des gens ordinaires, je pense que les Américains ordinaires sont très réalistes. Ils voient le génocide à Gaza et ils s'y opposent. Pourquoi? Parce que les Américains ordinaires sont des gens décents. Quand ils voient les faits, même si les réseaux sociaux essayent de les dissimuler, quand ils voient les faits, ils y réagissent de manière morale, comme tout le monde ailleurs dans le monde. Mais les élites aux États-Unis, à mon avis, pensent encore, mais vous le sauriez mieux que moi. Si je me trompe, dites-le moi. Je pense qu'elles se croient encore dans les années 90. Je le dis tout le temps. Je dis que nous ne sommes plus en 1992, et pourtant, nous agissons comme si c'était le cas. C'est donc un thème récurrent dans notre émission. Je veux vous poser une question. Je sais que nous commençons à manquer un peu de temps. Que pouvez-vous nous dire sur ce qui se passe entre l'Iran et Oman? Le président Trump s'est exprimé hier, je crois, et il a dit qu'il leur mettrait une sacrée raclée s'ils se mettaient en travers de son chemin et s'ils ne faisaient pas, j'imagine, ce qu'il leur demande de faire en coulisses. Il semblait, il y a environ une semaine, que l'Iran et Oman étaient au moins parvenus à un accord de principe sur la manière d'éviter la frappe. Mais cela ne cesse de ne pas être rendu public. Et ce matin encore, ils ont laissé entendre que cela allait être rendu public, mais ce n'est toujours pas le cas. Ce qui me dit qu'il y a encore une pression énorme, pression diplomatique, politique, économique, exercée sur Oman par les États-Unis, mais qu'Oman ne cède pas encore.
Que pouvez-vous nous dire sur cette dynamique? Eh bien, on m'a dit, il y a environ une semaine, peut-être quelques jours, 10 jours, une semaine, je ne sais pas très bien quand, qu'il y avait un accord général entre l'Iran et Oman. Et en gros, les négociations étaient terminées. Mais il s'était ensuite avéré qu'il restait certains points que les deux parties, une fois de retour dans leur capitale, estimaient devoir encore négocier. Donc nous n'avons pas d'accord. J'ai donc dit à différents endroits qu'il y avait un accord, ce qui est vrai. Enfin, on me l'a dit ce matin, ou hier, pardon. On me l'a dit hier, parce que la personne qui m'avait dit que les négociations qu'elles étaient littéralement terminées, je lui ai dit, eh bien, vous savez, vous m'aviez dit que c'était la situation. Il a répondu, oui, c'était la situation il y a une semaine, 10 jours. Mais quand les deux parties sont retournées dans leur capitale, elles ont constaté qu'il restait encore des questions à régler. Les problèmes ne sont donc pas complètement réglés. Mais, à l'évidence, Trump profère ses menaces contre Oman pour une raison. C'est parce que l'Iran exige que l'accord entre l'Iran et Oman contienne deux choses. Premièrement, l'Iran doit avoir un droit de regard sur les navires qui entrent dans le golfe Persique et ceux qui en sortent. Deuxièmement, des redevances devront être perçues, pour quelque raison que ce soit. Protection de l'environnement, assurance, entretien, peu importe. Mais l'Iran percevra des redevances. Alors, quels sont les détails, quels sont les désaccords actuels? Je ne le sais pas. Je ne suis pas impliqué et je n'en connais pas les détails. Mais à l'évidence, quand Trump menace Oman de faire ceci ou cela, cela signifie qu'il les menace pour qu'ils n'acceptent pas les conditions de l'Iran. Mais si Oman ne les accepte pas, alors nous n'aurons pas d'accord. Et si nous n'avons pas d'accord, alors nous ne pouvons avoir d'accord sur quelque chose et tout ce mind showed. Et savez-vous si dans les discussions avec Oman, ils bénéficieraient eux aussi financièrement de ces frais, ou est-ce que seule la partie iranienne en profiterait? Les Iraniens ont dit que c'était à vous de décider. Ils ont dit, écoutez, nous voulons... En fait, les Iraniens préféreraient le faire avec Oman. D'ailleurs, les relations entre l'Iran et Oman ont traditionnellement été les meilleures de tous les pays du Golfe Persique. Je veux dire, Oman, dans cette guerre, Oman a aidé les États-Unis dans une certaine mesure. Les Iraniens n'en sont pas contents. Mais dans les années 1980, quand tous ces pays soutenaient Saddam Hussein, et que les États-Unis et l'Union soviétique, soit dit en passant, soutenaient eux aussi Saddam, Oman entretenait les meilleures relations avec l'Iran parmi tous ces pays. Il donnait quelques centaines de milliards de dollars à Saddam pour qu'il tue des Iraniens. Oman a entretenu de bonnes relations avec l'Iran. Et depuis, ça a toujours été le cas. Même avant la Révolution, les relations entre l'Iran et Oman ont toujours été plutôt bonnes. Les Iraniens disent donc, écoutez, nous voulons faire ça ensemble. Mais vous pouvez en tirer bénéfice à parts égales, 50-50, selon votre degré d'implication, 25-75 ou rien du tout. Mais nous préférerions que vous en fassiez partie. Cela dit, si, pour une raison ou une autre, sous pression américaine ou pour toute autre raison, vous choisissez de ne pas en faire partie, c'est nous qui contrôlerons le plus cette voie maritime. Avec vous ou sans vous, nous garderons le contrôle du détroit d'Ormuz. Et je me demande si vous pouvez nous dire, dans la mesure de ce que vous savez, du point de vue omanais, quels seraient les avantages et les inconvénients de poursuivre la coopération avec l'Iran et de fâcher l'Amérique, ou de céder à la pression et de satisfaire l'Amérique? Qu'est-ce que cela impliquerait pour Oman? Quels seraient les avantages et les inconvénients dans un sens comme dans l'autre? Oman veut conclure un accord. Oman veut faire partie de ce processus, de cette autorité sur cette voie navigable, parce qu'il en tirerait profit.
Et Oman, par rapport à certains autres pays du Golfe Persique, dispose de moins de ressources naturelles. Donc, s'il a la possibilité de percevoir des droits de passage, ou même s'il ne l'a pas, du fait qu'il a signé une convention internationale que l'Iran n'a pas signée. Et d'ailleurs aujourd'hui, que valent les conventions internationales quand on peut tout simplement faire la guerre à des pays? Vous voyez, tout est en train d'être mis en cause. Mais même si Oman ne veut pas en bénéficier directement parce qu'il a signé une convention internationale, l'Iran pourrait l'aider à en bénéficier indirectement. Donc Oman aimerait participer à ce processus. Cela lui donne davantage de poids. Cela le rend plus important. Mais bien sûr, ils ont peur de Trump, parce que Trump pourrait tout simplement décider de les bombarder, de détruire leur pays. Enfin, un jour, il bombarde le Nigeria. Un autre jour, il menace de prendre le Panama. Il menace le Canada. Alors, pourquoi n'aurait-il pas peur de lui? Il a assassiné l'ayatollah Khamenei. Il a massacré tous nos écoliers à Minab et les adolescentes qui jouaient au volley à Minab. J'ai oublié le nom de la ville. Mais voilà, vous savez, quand Trump, Lomert, dans la ville de Lomert, quand Trump fait ce genre de choses, évidemment qu'ils vont avoir peur de lui. Il y a un autre point qui me semble important. Pourquoi les Iraniens veulent-ils contrôler le détroit? Ce n'est pas seulement une question financière. En fait, je ne pense pas que l'aspect financier soit le plus important, même s'il compte aussi. Car l'Iran veut des réparations. Tous ces pays ont aidé les États-Unis à faire la guerre, mais regardez les problèmes logistiques que les États-Unis rencontrent en ce moment. C'est parce que les États-Unis ne peuvent plus utiliser le Golfe Persique que la marine américaine traverse cette crise. L'Iran veut donc s'assurer que les États-Unis ne puissent plus jamais utiliser le Golfe Persique. Eh bien, du point de vue de l'Iran, c'est tout à fait compréhensible. Reste à voir comment nous allons gérer ça. Je veux dire, pour revenir à ce commentaire de Matt Bracken, qui je crois sera d'ailleurs dans notre émission demain si je ne me trompe pas, ça fait beaucoup de bases qu'il va falloir abandonner. Or, mon organisation Defense Priorities travaille là-dessus depuis longtemps et estime elle aussi que c'est ce qu'il faut faire. Ce n'est pas à notre avantage. Et nous en avons parlé. L'exposition que cela nous donne, pas le bénéfice, mais l'exposition et le risque. Et maintenant, cela se joue littéralement en temps réel. Mais le problème, c'est que je ne vois pas comment Trump pourrait un jour faire cela de son plein gré, parce que tout le monde y verrait une défaite, ici. Donc on a l'impression de tourner en rond. Vous disiez il y a un instant que vous ne voyez pas comment nous pouvions résoudre cela pacifiquement. Moi non plus, je ne vois pas comment. Et je crains que nous soyons sur le point de retomber dans un conflit armé qui peut mal tourner de bien des façons, comme vous l'avez souligné. Oui, et vous savez, je suis entièrement d'accord. Ces bases, et beaucoup d'autres, si les États-Unis les ferment tout simplement, ce sera dans l'intérêt du peuple américain. D'abord, c'est, et je suis d'accord, je ne devrais pas en parler devant vous. Vous le savez bien mieux que moi. Mais c'est le XXe siècle. C'est un modèle du XXe siècle qui ne fonctionne pas à l'ère des drones, des missiles, et ainsi de suite. Ironie du sort, les Iraniens mènent une guerre du XXIe siècle. Et les Américains mènent une guerre du siècle. Donc, ces bases militaires ne profitent pas au peuple américain. Et vous savez, l'Iran ne déteste pas le peuple américain. L'Iran ne veut pas faire la guerre avec... Vous savez, j'ai mentionné à plusieurs reprises le livre Going to Tehran dans différentes émissions. Si, un jour, vous pouviez inviter l'un de ses co-auteurs, Flint Leverett ou Hillary Leverett, ce sont deux personnes très universitaires et très compétentes qui ont travaillé à la Maison-Blanche. Ils diraient la même chose. Et je pense que je pense que beaucoup de gens commencent à le comprendre.
Je veux dire, Joe Cantu est passé plusieurs fois dans votre émission. Il a lui-même écrit, dans sa lettre de démission, que l'Iran ne représente pas une menace pour les États-Unis. L'Iran ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire. Tout cela concerne le régime israélien. Il s'agit des Kushner, des Witkoff, des partisans israéliens, des juifs sionistes et des chrétiens sionistes, pas des juifs en général. À l'heure actuelle, selon un sondage, 44% des juifs aux États-Unis âgés de moins de 35 ans disent que les Palestiniens et les juifs devraient vivre ensemble dans un seul État, sur un pied d'égalité. C'est la position iranienne. Alors, les jeunes juifs aux États-Unis, ainsi que les jeunes dans tout le pays, issus de tous les milieux et de toutes les confessions, commencent à prendre conscience de ce fait. Ils voient au-delà de la propagande. Et les Juifs, bien sûr, doivent faire face à davantage de propagande, parce qu'il y a les médias traditionnels, et puis la communauté juive sioniste qui essaie aussi de les endoctriner. Et cela montre que beaucoup de jeunes Juifs ont une intégrité intellectuelle lorsqu'ils voient clair dans tout ça, et qu'ils disent « non, nous ne l'acceptons pas ». Donc le monde change. Je pense que de plus en plus, les Américains reconnaissent que l'Iran n'est pas une menace. Enfin, s'ils regardent simplement une carte, ils verront que l'Iran n'est pas une menace pour les États-Unis. Et ce n'est pas une menace pour l'Europe, encore moins pour les États-Unis. Mais ils veulent que les Américains vivent dans la peur parce qu'ils en tirent profit. Oui, absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. Écoutez, je crois qu'on va devoir en rester là. Croiser les doigts, prier et espérer qu'on puisse, d'une manière ou d'une autre, trouver une solution qui n'aboutisse pas à une nouvelle reprise catastrophique de la guerre. Mais nous vous remercions vraiment d'être venus nous exposer tout cela aujourd'hui. Même si ce sont des choses que nous n'avons peut-être pas envie de voir, c'est la vérité. Et c'est ce dont nous avons besoin davantage. Merci beaucoup d'être venu, professeur. Merci. C'est toujours un honneur d'être sur votre émission. Vous savez, je n'essaie pas de vous convaincre d'acheter de l'or, ni de vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton « J'aime » et partagez ceci avec quelqu'un que vous aimez. with somebody you love.